Donc on va voir les avancées de la recherche maintenant avec une succession de petits ping-pong, c'est juste des dialogues entre deux chercheurs ou de praticiens de la chose afin de voir de façon très concrète quels sont les avantages et inconvénients, je caricature un peu, de l'agroforesterie. On dit quel est l'intérêt pour le monde agricole, pour le monde rural, de retrouver des arbres, de les maintenir, de les tailler, de les avoir, voilà, dans son univers de production. Premier petit débat, donc produire sous les arbres. Voilà, qu'est-ce que ça a comme conséquence pratique dans la vie quotidienne de l'agriculteur et sur son compte d'exploitation peut-être. On va voir ça tout de suite avec Sandra Novak et Christian Duprel, ils sont tous les deux de l'INRA. L'une va nous parler plutôt de l'élevage, l'autre va nous parler plutôt de culture. Mettez-vous là plutôt, vous avez les deux micros. Alors vous étiez censé être questionné par un étudiant du lycée forestier de Crosny. Manifestement, les étudiants du lycée forestier de Crosny dans l'Aube ne sont pas encore là. Je ne sais pas si la SNCF est encore responsable. Il semblerait que ce soit l'autoroute. C'est un complot complet contre l'agroforesterie, mesdames, messieurs. Je ne sais pas qui veut... La réponse à la question qui revient souvent chez les agriculteurs, c'est oui, mais moi les arbres, ils m'embêtent à cause de, je peux pas m'approcher trop près, ça fait de l'ombre, je perds du rendement, mes vaches, elles ont pas tant besoin que ça d'ombre parce que je peux aller les cacher dans ma stabulation. Et puis en plus, un arbre tout seul, c'est pas très très bon. Parce que mes vaches s'agglutinent. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Sandra Novak, peut-être, le projet Oasis, l'arbre et la vache. Mais non, mais c'est un joli titre. Mais si, allez-y, pardon. C'est vrai qu'avec le changement climatique, on peut s'attendre à des températures qui seront de plus en plus élevées, notamment en été, et ça va sans doute affecter les vaches qui quand même n'aiment pas les températures trop élevées. Et nous, dans notre projet, l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir une vision agroécologique, c'est-à-dire de tirer le meilleur parti des ressources du milieu. Et bien sûr, l'arbre joue un rôle essentiel parce qu'il peut fournir plein de choses pour les animaux, donc à la fois de l'ombre pour leur bien-être, parce qu'il faut savoir aussi que la production laitière est aussi liée au stress thermique. Les animaux qui sont en trop fort stress thermique vont avoir une production laitière qui va être diminuée. Donc il semblerait que ce soit en partie à l'origine de la pénurie de beurre en France. Non, je rigole pas. Non, je vous vois sourire, mais non. Il y a un problème sur le beurre en France. Bio, en tout cas, en ce moment. Sur le beurre bio, Biocop a eu un mal de chien, par exemple, le réseau Biocop, à s'alimenter en beurre bio. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc c'est vrai que les arbres peuvent jouer un rôle là-dessus, sur la régulation du microclimat. Et aussi, ils ont un rôle à jouer au niveau des fourrages. Parce que l'avantage, c'est qu'ils produisent du fourrage à un moment où les prairies, elles, vont avoir du mal à produire. C'est-à-dire, fourrage, feuilles, hein. Oui, alors fourrage, plutôt les feuilles des arbres, oui. Et donc, justement, nous, on essaye d'aller dans cette direction-là, voir est-ce que les arbres peuvent contribuer à l'autonomie fourragère des exploitations, en allant aussi voir si on peut les pâturer directement, parce que nous, dans notre projet, l'objectif, c'est d'économiser au maximum les ressources en eau et en énergie fossile. Et pâturer, c'est vraiment la pratique qui est la plus économe en énergie et puis en eau aussi. Alors quels arbres? Parce que la vache n'est pas une girafe, elle ne peut pas aller bien haut. Alors c'est vrai que la vache n'est pas une girafe, mais il y a plein d'arbres qu'on peut pâturer, alors soit dans les haies, mais aussi, donc nous, l'idée c'est de faire des têtards, de manière à ce que les vaches puissent directement pâturer des feuilles d'arbres. Et donc, quelles essences en particulier? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études encore sur la valeur alimentaire des feuilles d'arbres, c'est pour ça aussi qu'on est allé dans cette direction-là. Donc l'idée c'est d'analyser comme pour les autres fourrages classiques, comme pour l'herbe ou bien le maïs, voir quelles sont la valeur alimentaire de ces feuilles d'arbres. Et donc nous, on est parti aussi sur des arbres qui étaient déjà utilisés traditionnellement, et on a justement regardé quelles étaient la valeur alimentaire de ces feuilles d'arbres. Donc, par exemple, c'est vrai que le mûrier blanc a été déjà beaucoup utilisé dans le sud de l'Europe. Donc c'est vrai qu'il a une super valeur alimentaire, il est très digestible, il a beaucoup de matière azotée. Et le frêne aussi est une bonne essence. Et donc là, on est en train de voir, de faire justement
une étude sur plein d'essences différentes avec des arbres qui sont conduits sous différents modes d'exploitation, à différentes périodes de l'année aussi, parce que c'est vrai que la feuille d'arbre ne va pas avoir la même valeur alimentaire au printemps, en été ou en automne. Donc on étudie tout ça. Puisqu'on est très effrayé en France et dans le monde occidental par les héros des vaches et puis aussi par ce qui se passe de l'autre côté, est-ce que manger du fourrage d'arbres a un impact sur la rumination, sur les émissions de méthane? Ça a été étudié? Alors il y a quelques petites études qui essayent de voir justement si le fait que les feuilles d'arbre peuvent avoir des tanins condensés, ça peut avoir un effet sur la production de méthane. Donc un effet ça pourrait positif jouer, oui, négatif? ça pourrait réduire un petit peu la D'accord. production de méthane. Bon, après, ça ne va pas jouer à des fortes valeurs quand même. Mais ce qui est important, je pense, Christian le dira aussi, c'est le stockage de carbone par les arbres, qui va jouer aussi sur le changement climatique et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on va en parler, mais vous nous présenterez votre projet après. Christian, les vaches mangent de l'herbe. L'herbe, de là, je passe à la culture, enfin, ce qui pousse sous les arbres. Voilà, on dit souvent, on entend dire, l'arbre, c'est pas bien, ça fait de l'ombre, ça empêche de pousser, le rendement baisse, et moi, j'en veux pas, et je coupe, et je dessouche. Je caricature un peu, mais c'est ce que moi-même j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, en Pays de la Loire, cet été. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Que c'est parfaitement vrai, mais que l'agroforesterie est justement une gestion de la complexité qui permet de faire l'addition de deux mots et d'en faire un bien. Parce qu'en fait, il est exact que l'arbre fait une forte compétition aux cultures, on ne peut pas le nier, surtout les gros arbres. Alors là, il faut bien faire la différence parce que la plupart des parcelles expérimentales qu'on a, c'est des tout petits arbres. Et en fait, quand vous faites des simulations sur le long terme, vous voyez bien que les 10 premières années, l'arbre, il est tellement petit qu'il n'a pratiquement pas d'impact sur le système, mais que son impact va devenir très fort quand il va vraiment se développer au bout de 20, 30, 40 ans. Donc c'est vraiment là que se passent les grosses interactions arbre-culture. Donc c'est vrai, l'arbre est un problème pour la culture est un problème pour l'arbre, mais ce qui est magique en agroforesterie, ce qui est très intéressant, c'est que ces deux interactions négatives se transforment globalement en une interaction positive quand on regarde l'ensemble du système. Et c'est ça qui est fort, parce qu'en fait, la réduction de rendement des cultures à cause des arbres est moins forte que ce qu'on pourrait craindre. La réduction, en fait, c'est plutôt une stimulation des arbres par les cultures, puisque c'est plutôt ça qu'on observe, est relativement importante. Et quand vous faites le total des deux, sur une parcelle agroforestière, vous avez quelque chose d'extrêmement efficace. Donc c'est ça qui est un petit peu subtil. On peut pas, les agriculteurs ont raison de dire que les arbres font une compétition pour la lumière avec les cultures, et que si on les laisse dans les parcelles sans les gérer particulièrement, ça pose des problèmes. Donc ça, c'est vrai. Par contre, il faut qu'on ait une vraie réflexion sur comment on gère une parcelle agroforestière sur le long terme. Et beaucoup de parcelles, il va falloir réduire les densités d'arbres à partir du moment où ils sont gros, vraiment gros, comme dans nos anciennes parcelles, et donc chercher des optimums à ce moment-là. Et peut-être qu'une des pistes importantes pour le travail, c'est de trouver des solutions pour qu'un arbre de 20 ans, qu'on va devoir supprimer parce qu'il y en aura trop, que ça fera trop de compétition en culture, ait de la valeur. Comment faire en sorte que les éclaircies à moyen terme de ces parcelles rapportent également à l'agriculteur. Voilà un petit peu des pistes. Effectivement, les céréaliculteurs râlent souvent en disant moi je gagne ma vie sur les derniers quintaux et si en plus je perds du rendement en bordure de haies, j'ai pas envie d'avoir des haies. Mais ce que vous dites, est intéressant. Mais du coup, ça pose la question suivante. Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut formaliser tout ça? Est-ce qu'on peut modéliser la densité d'arbres qu'il faut en fonction du sol, de la culture, ou on n'est pas encore là? On essaye, mais c'est un exercice assez délicat parce que tout simplement sur les processus de base, on n'est pas encore très fort. Je vous donnais juste un exemple. Il y a 2 ans, dans nos parcelles, celles qui étaient projetées tout à l'heure, on a eu de l'orge sous des noyers qui font 15 mètres de haut, assez dense. L'orge a fait 100% de son rendement de référence. Pas une seule baisse au mètre carré semé. L'année suivante, on faisait du blé dur, 40% de diminution du rendement. Qu'est-ce qui explique les deux? Nous, chercheurs, on essaie de comprendre, mais ce n'est pas si évident que ça à prévoir. Pourquoi une orge fait ça une année, l'année suivante, du blé va se comporter de manière très différente. Donc vous avez raison, on est obligé, on ne peut pas faire des expériences à l'infini avec toutes les cultures, toutes les densités d'arbres, etc. Donc on est obligé de modéliser, mais pour modéliser, il faut bien comprendre les processus. Et là, en l'occurrence, on est encore un peu à poil parce que c'est pas si évident. Et je pense pas qu'il y ait un agronome dans la salle qui aurait été capable, il y a 2 ans, de prédire que l'orge n'aurait aucune baisse de rendement sous nos noyers et que l'année suivante, le blé dur en aurait
40% de baisse. C'est encore difficile à faire, on progresse, hein, on commence à avoir pas mal d'éléments, mais effectivement je pense que les expérimentations doivent être couplées à de la modélisation qui permettent de tester plein d'hypothèses. Sandra Novak, sur la pousse de l'herbe, l'ombre lui fait très très vilaine pour la pousse de l'herbe, c'est très embêtant pour le fourrage, pour les vaches, ou c'est l'inverse? Alors là, c'est pareil que Christian, il y a encore plein d'études en cours parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de résultats. Par contre, c'est vrai qu'on observe bien qu'il y a un décalage de la pousse de l'herbe. Et ça peut être intéressant aussi parce que souvent, il y a un gros pic de production d'herbe au printemps qui n'est pas facile à gérer pour les éleveurs. Et le fait qu'on retrouve encore de l'herbe en été, par contre, ça va être intéressant pour eux. Donc le fait qu'on a un décalage de production d'herbe, ça peut être, dans le temps, ça peut être intéressant aussi. Même si au final, sur l'échelle de l'année, ça produit moins, ce qui est pas encore démontré. Hein. Et puis après, il y a aussi des changements au niveau de la composition botanique. Il y a encore plein d'études à faire, il y a encore plein de choses à étudier là-dessus. En tout cas, une bonne adaptation possible des pâtures, des prairies, de l'élevage finalement. Enfin, ça participerait de cette adaptation au changement climatique, à tout le moins au pays sec, par ce décalage de l'herbe qui permettrait d'éviter à sortir le foin un peu trop tôt dans l'année. Ou d'ouvrir les silos. D'ouvrir les silos, oui, c'est ce que je voulais dire. Le projet Oasis, vous pouvez nous en dire deux mots? Donc Oasis, c'est un projet qui est à Lusignan, donc sur un site de l'INRA à Lusignan dans la Vienne. Et donc c'est une expérimentation système, c'est-à-dire à l'échelle d'un système de polyculture élevage. Donc on est en bovin-lait, on a 72 vaches laitières et les génisses de renouvellement. On est sur 90 hectares de prairies temporaires en rotation. Et donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux éleveurs de vivre de leur production laitière, mais dans un contexte de changement et d'aléas climatiques. Et tout ça, bien sûr, en économisant les ressources en eau et en énergie fossile, et aussi en essayant de préserver l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on a axé notre projet sur le pâturage et aussi sur la diversification des ressources pâturées. Et aussi, on a mis en face donc, un troupeau qui soit productif et rustique, avec une stratégie de conduite qui soit adaptée justement à cette diversification des ressources fourragères. Donc on est allé dans plein de choses, notamment la mise en place de 2 périodes de vélage au moment où on a le maximum de ressources à pâturer, aussi l'allongement des lactations, et puis on a mis en place un croisement rotationnel avec 3 races de vaches qui sont bien adaptées à notre système. Question que je pose à tous les deux, un arbre tout seul, ça a un sens? Et question secondaire, est-ce qu'il y a des endroits, il y a des conduits, il y a des cultures, il y a des élevages, des terres, des régions où il n'y a pas besoin d'avoir des arbres? Il y a des situations où c'est très compliqué d'obtenir de la croissance correcte d'arbres. Le pire dans nos pratiques d'agroforesterie, c'est de planter et de regarder des bonsaïs pendant des années. Donc effectivement, il y a des terres superficielles à céréales où il est très compliqué de mettre des arbres. Et puis inversement, il y a des terres qui paraissent extrêmement ingrates, extrêmement caillouteuses, où les arbres se débrouillent très bien. Il suffit que ce soit fracturé en profondeur, qu'il y ait des poches d'argile, etc., de la réserve. Donc c'est assez délicat de prédire, mais effectivement, il n'y a pas besoin d'arbres partout. Nous, on a des secteurs où, au contraire, on fait de l'agroforesterie pour enlever des arbres. Parce qu'on a des communes qui sont totalement boisées par la déprise agricole, où il n'y a plus que de la forêt, et où les agriculteurs ont besoin d'espace pour produire. Et donc, on va éclaircir la forêt pour faire de l'agroforesterie et remettre de l'agriculture dans ces espaces. Donc, on a parfois besoin de plus d'arbres, parfois besoin de moins d'arbres. Mais on a besoin d'agriculteurs. C'est ça qui est important. Ouais, ça, c'est sûr. Sandra Novak, les éleveurs n'aiment pas les arbres tout seuls dans les pâtures. Pourquoi ? Ça les embête? Après, les arbres tout seuls, je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup, mais dans les prés vergers, il y a quand même plusieurs arbres. Après, c'est vrai que comme l'arbre fait de l'ombre, du coup, les animaux peuvent avoir tendance, en restant en dessous... Et du coup, c'est l'agglutination des bêtes que n'aiment pas les éleveurs. Pourquoi? Parce qu'après, il y a plus trop de couvert végétal sous l'arbre, et puis peut-être aussi des risques de lixiviation de nitrate, mais c'est vrai que c'est plus l'accumulation de... Puis ça favoriserait les maladies, m'a-t-on dit, pour les bêtes, qu'elles soient toutes agglutinées les unes contre les autres. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Oula. Ils sont pareils. Les étudiants. Voilà, il y en a une. Les étudiants ne sont pas là. Une ou deux questions. Et puis ensuite, on enchaînera. Je vous demanderai juste de vous présenter, monsieur. Bonjour. Oui, on vous entend. Je m'appelle Sophie Conche. J'ai une question sur les céréales. Elles ont été sélectionnées dans des conditions de pleine lumière. Et donc, du coup, les mettre dans des systèmes agroforestiers.
mettre dans des systèmes agroforestiers. Vous entendez au fond? Pas très bien, je pense. Il faut le mettre sur le menton, le micro. C'est bon. Est-ce qu'on m'entend? Ah, bah voilà. Donc, c'est une question sur les céréales qui sont sélectionnées dans des conditions de pleine lumière. Et donc, du coup, elles ne sont pas habituées à être dans des systèmes agroforestiers. Et donc, je me demandais s'il y avait de la recherche pour faire de la sélection sur les céréales dans des conditions de système agroforestier, donc avec une part d'ombre. Voilà. Merci. Bon, la question est... On répond direct? Oui. Bon, oui, la question est très pertinente. Effectivement, il ne sait pas que les céréales, c'est toutes les espèces cultivées, toutes ont été sélectionnées en pleine lumière, sans ombre. Donc on a une possibilité de progrès de ce côté-là. Quand on observe les plantes de sous-bois, on trouve parfois des plantes qui ont des productivités en biomasse, en sous-bois, très importantes. Donc il y a probablement des stratégies d'adaptation à l'ombre dont on pourrait tirer parti. Alors on a commencé très timidement à faire ce travail de sélection. C'est un grand mot parce qu'en fait, il faudrait avoir des moyens importants. On travaille avec une unité de recherche de l'INRA à Montpellier sur le blé dur, mais c'est très peu. Alors, sur les espèces fourragères, il y a eu des travaux de sélection à l'ombre, notamment aux États-Unis, avec des variétés vraiment adaptées à l'ombre, mais plutôt dans des graminées tropicales ou subtropicales. Après, non, il n'y a rien eu de fait. Donc, c'est tout un champ qui est possible, qui s'ouvre là. Mais il faut les producteurs de semences ne sont pas intéressés. Pour l'instant, il n'y a pas de marché. Donc, il y a une difficulté là. Oui, madame, rapidement, je ne voudrais pas qu'on prenne de retard. Enfin, qu'on rajoute du retard au retard. Bonjour. Bonjour, Frédéric Santi de l'INRA d'Orléans, mais je travaille sur les arbres, pas du tout sur les plantes herbacées. Mais j'avais posé la question aux gens de l'Imagrin pour leur demander si ça les intéresserait potentiellement de faire de la recherche justement de ce genre de variétés. Ils m'ont dit, eux, en fait, le screenage de variétés, c'est très rapide. Il leur faut très peu de temps, en fait, finalement, pour faire des tests en 7 ans, 10 ans, c'est fait. Donc, en fait, il n'y a pas assez encore d'arbres sur les parcelles pour que ça vaille le coup de s'y investir trop longtemps en avance. Je leur avais aussi posé la question parce que je sais qu'ils ont une boîte partenaire ou qui sont implantés aussi en Chine. Or, il y a beaucoup d'agroforesterie avec des céréales, associations céréales arbres, et puis les arbres poussent très vite. Donc ils auraient pu aussi profiter en fait de l'expérience grise entre guillemets des Chinois. Voilà. Merci pour cette précision. Pas de panique. Non, vous avez raison. Merci à vous deux. Sandra Novak, on vous retrouve pour la table ronde. Merci de les applaudir.